Bonjour Faustine, bonjour Simon. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler régulation et innovation. Vous faites tous les deux partie de l'ADAN, l'Association pour le développement de l'industrie des actifs numériques en France. Vous allez nous présenter tout ça plus en détail tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler donc de la réglementation en place en France, en Europe et dans le monde sur le secteur des cryptos. On va voir comment le secteur justement s'est structuré autour de sa réglementation. Quel regard porte l'industrie bancaire et les institutions sur ce secteur crypto, justement, vous qui avez l'habitude de les côtoyer au quotidien. Et puis on verra ensuite les réglementations qui pourraient s'appliquer sur le secteur dans les prochains mois, les prochaines années, dans la crypto, dans la DeFi notamment, et comment le secteur pourrait, là encore, s'adapter à ce dernier. Est-ce que ça bridera le secteur ou pas? Est-ce que ça sera quelque chose de positif qui protégera le consommateur? C'est ce qu'on verra tout au long de cet épisode. Faustine, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, et nous dire également un mot sur la DAN? Et puis ensuite, Simon, tu feras la même chose. Bien sûr, eh bien, merci déjà de nous inviter sur ce podcast. Donc, je m'appelle Faustine. Je travaille donc à la DAN depuis plus d'un an aujourd'hui. J'étais directrice stratégie et relations institutionnelles et fraîchement, je suis devenue directrice générale et présidente de la DAN. Félicitations. Merci. Auparavant, je travaillais chez Consensus et c'est là où j'ai rencontré Simon qui m'a ensuite embarqué dans l'aventure Adan. Donc je pense qu'il en parlera encore mieux que moi. Consensus, avant cela, j'ai travaillé en fait dans la finance traditionnelle. J'ai commencé par l'autorité des marchés financiers, puis l'Association française des marchés financiers, qui est en fait l'association professionnelle qui représente les professionnels des marchés en France. Et c'est là que j'ai découvert le sujet crypto à travers toutes les réflexions que l'AMF menait à ce moment-là. Notamment parce que c'était aussi la flambée des ICO. Et ça m'a passionnée et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai souhaité en fait me consacrer pleinement à ces sujets. Et l'avantage à la DAN, c'est que de nouveau, du côté des affaires publiques, de la représentation de l'industrie, qui est une activité riche, intense et passionnante. Super, merci beaucoup. Et alors Simon, du coup, comment tu es arrivé dans toute cette histoire? Alors moi, mon histoire avec la crypto, il commence en 2015. Moi, j'ai découvert, il commence vraiment en 2015. Je connaissais un petit peu le Bitcoin avant parce que je m'intéressais un peu aux nouvelles tech de façon générale, mais je m'étais pas plus intéressé que ça. Et puis en 2015, j'ai découvert du coup, moi, je suis un avocat de formation, donc avec une fibre assez juridique forcément, et j'ai découvert Ethereum, les smart contracts et du coup toutes les conséquences un peu les DAO, etc., conséquences juridiques. Voilà. Donc, je me suis un peu passionné pour tous ces sujets qui étaient encore ultra prospectifs, évidemment, à l'époque, qui commencent à peine à devenir vraiment matérialisés aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment hyper intéressant de réfléchir sur tous ces sujets. J'en ai créé une partie de mon activité professionnelle et puis j'ai basculé dans une startup crypto en 2017 qui s'appelait Variable et qui était incubé chez Consensus d'ailleurs à l'époque. C'est là que j'ai rencontré Faustine. Et puis, voilà, je passé par une autre entreprise, LGO, qui est une plateforme d'échange. Au cours de ces deux expériences, j'ai beaucoup appris, mais aussi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de blocages encore qui existaient au niveau réglementaire, au niveau des régulateurs, mais même au niveau de la compréhension générale des phénomènes dans le privé, dans le public, au niveau de l'État. Vraiment de vrais potentiels. Voilà, il y avait un début de compréhension sur ce qu'était le Bitcoin dans ceux qui s'intéressaient vraiment, mais on était quand même assez loin de toute la partie vision sur la finance décentralisée, les DAO, etc. D'accord. Et donc j'ai un peu de frustration autour de tout ça. Et du coup, quand j'ai terminé ma dernière expérience, j'ai pensé au projet Adan, qui était l'idée en fait, c'était de représenter l'industrie des cryptoactifs de façon vraiment beaucoup plus professionnelle qu'elle ne l'était jusqu'ici, et un peu d'installer
voilà, de créer le terme déjà industrie des cryptoactifs qui n'existait pas vraiment. En fait, finalement, d'installer toutes ces activités autour des cryptos comme une industrie en tant que telle et comme un secteur d'activité en particulier qu'il faut traiter, qui a des problématiques particulières, et finalement d'avoir un interlocuteur, de créer à la fois la représentation de l'industrie et l'interlocuteur privilégié qui permettent de discuter avec les institutions de la place financière, avec les industries privées qui ne sont pas dans le monde des cryptos, avec l'État, avec le régulateur, etc., etc. Donc, ça a été vraiment l'objectif, quelque chose de très pro, très carré, neutre aussi, du coup, par rapport aux différentes communautés qu'il peut y avoir dans la crypto. L'idée, c'est vraiment de représenter tout le monde et d'être le plus consensuel possible. Donc ça a été... bon, de toute façon, moi, j'ai toujours eu cette ambition d'être le plus consensuel possible sur tous ces sujets parce que je pense qu'il y a vraiment une vision globale derrière les cryptos qui va au-delà des guerres de clochers. Et donc, vraiment, l'ADAN, ça a été la concrétisation un peu de cette vision. On a mis derrière, on a convaincu à la création une dizaine d'entreprises, de grosses entreprises du secteur que tout le monde connaît et qui sont les plus grosses en France et en France. Donc ça a été un gros support. Et du coup, là, ça a été cette année la création et le lancement de toutes les activités. On est très content, on est très fiers du travail qu'on a accompli. Et là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec la présidence de Faustine, donc je suis ravi de continuer aussi d'assister l'ADAN. Moi, de mon côté, je me reconcentre plutôt sur les enjeux européens maintenant. D'accord. Donc européens internationaux, donc je travaille essentiellement avec d'autres représentants d'associations européennes et sur les sujets qui vont impacter en fait la crypto dans les 2 à 3 prochaines années autour des réglementations des projets européens qui sont en cours. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. On va en parler justement de ces régulations européennes et autres. Mais avant ça, justement, pour voir un petit peu comment tourne la régulation autour des acteurs qui sont en place, ou parfois sans les acteurs qui sont en place. Je sais que l'ADAN et Simon particulièrement, tu étais l'interlocuteur privilégié de Pierre Persson, en l'occurrence à l'époque, des premières régulations qui étaient mises en place il y a quelques années. Faustine, comment, toi qui as travaillé du coup un peu dans ce secteur avant, comment, à l'AMF particulièrement, étaient perçues les crypto-monnaies? Est-ce que c'était quelque chose qui faisait peur, qu'il fallait vite réguler? Est-ce que c'était quelque chose dont on comprenait les tenants et les aboutissants et dont il fallait protéger le consommateur? C'était quoi le regard de l'époque? Alors, à l'époque où j'étais à l'AMF, il n'existait même pas encore ce qui est aujourd'hui la division FinTech, qui travaille très spécifiquement sur ces sujets de cryptoactifs, de blockchain et autres. Par FinTech, leur scope est beaucoup plus large. À l'époque où j'étais à l'AMF, ça n'existait pas et c'était plutôt des gens intéressés de façon personnelle qui tentaient de faire monter le sujet. C'est vrai que l'AMF s'est plutôt emparé de ça un tout petit peu après et au moment où il y avait cette vague d'ICO importante. Et c'est ce que tu disais à l'instant, c'était vraiment plutôt un prisme protection des utilisateurs face à vraiment un très grand nombre, une grosse proportion de fraude parmi ces ICO. Donc ensuite, l'approche de l'AMF, elle n'a pas été brutale, disons, par rapport à cette observation-là du marché des ICO qui était assez foisonnant, assez important. Et à ce moment-là, moi, je travaillais à l'Association française des marchés financiers. Elle a plutôt interrogé la place. Et en fait, par la place, à ce moment-là, c'était plutôt la place financière. Mais comment elle pouvait encadrer ces nouveaux usages autour des cryptoactifs? Donc, elle a commencé par les ICO, mais assez vite, elle s'est intéressée aussi à ce qui était plutôt marché secondaire et services périphériques. Mais du coup, l'AMF s'est vraiment tout de suite tournée vers la place pour avoir le sentiment sur la meilleure façon d'encadrer ces usages qui sont donc innovants, un peu particuliers, comprenant que c'était pas nécessairement des actifs déjà qualifiés, déjà connus. C'était pas facilement qualifiable d'instruments financiers. C'était également pas forcément qualifiable facilement de biens divers. Du coup, en consultant la place, ce qu'elle voulait savoir, c'est comment on fait? Est-ce qu'on part de zéro? Est-ce qu'on fait une réglementation un peu comme on connaît, ou est-ce que on suit l'innovation, on est un peu innovant? Et finalement, c'est un peu l'approche qu'elle a prise en proposant tout d'abord finalement ce visa optionnel pour les ICO. Donc optionnel, c'était vraiment là une nouveauté
quelque chose qui avait vraiment jamais été fait, une réglementation facultative. Le concept est un petit peu justement très conceptuel, et donc il a déjà fallu faire passer cette proposition-là, mais finalement qui a été bien sûr très bien comprise par l'écosystème et également par la place financière. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Et ensuite, toute l'étape suivante d'encadrement des marchés, l'AMF a vraiment eu aussi cette approche d'essayer de construire un régime ad hoc, définir quels sont ces nouveaux services, quels sont ces nouveaux actifs. On ne va pas les encadrer sous la réglementation financière. Et qu'est-ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui comme règle tout de suite dont on a besoin pour que le marché se développe de façon saine, que les utilisateurs soient protégés. Et comment créer des règles, des incitations pour que justement ce marché se structure de la meilleure façon, sans que ces règles viennent brider l'innovation. Donc c'était l'intention de base avec ce Visa ICO, ce régime PSAN. Ensuite, disons que cela s'est peut-être un petit peu enrayé par la suite et qu'on a des règles aujourd'hui qui sont un peu trop contraignantes, pas forcément adaptées pour les marchés de cryptoactifs. Mais en tout cas, l'intention de base était celle-ci. Et il faut souligner que pour cela, la France est précurseur en Europe. Ouais, totalement. On y reviendra justement sur ces barrières qui sont peut-être un peu trop rigides aujourd'hui, tout au long du podcast. Mais et justement, pour finir sur cette partie-là, avant d'aller justement voir un peu plus loin au niveau de l'Europe, voir ce qui nous attend avec les GAFI, tout ce genre de changements-là, Simon, pour revenir justement sur cette partie de l'époque, en 2016-2017, quand le député Pierre Persson, donc qui est ce qu'on appelle le député pro-crypto, ou en tout cas crypto de l'Assemblée nationale, vient te voir pour mettre en place le PSAN, en l'occurrence, si je dis pas de bêtises. Quel est le sentiment de l'époque avec Pierre Persson et l'Assemblée nationale de l'époque? Alors, c'était un contexte un peu particulier. Alors déjà, il est pas venu me voir que moi, donc ouais. On était plusieurs dans la boucle. Mais effectivement, j'avais eu la chance d'être associé notamment à des travaux préparatoires qu'il avait vraiment organisés avec la place. C'était très intéressant. On avait eu l'occasion de créer des groupes de travail. On s'était réunis dans Paris, on avait tous sur des tables, on était avec la FBF, la CPR, etc. Enfin, on essayait de mettre tout le monde autour de la table justement et de concrètement trouver des solutions pour encadrer ces actifs numériques de la meilleure façon possible. Encore une fois, pour essayer de trouver une balance entre l'innovation et quand même la protection des consommateurs, parce qu'on voyait bien déjà à l'époque le début d'emballement autour des ICO, qui était un peu en train de partir dans des spéculations un petit peu exagérées, même si on n'était pas encore à la fin de la bulle à l'époque, mais on voyait déjà un effet d'emballement. Donc ça a été vraiment intéressant parce que c'est vraiment autour de ces réflexions de place que se sont construits les dispositifs qui ont été créés aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment le côté positif. Et à l'époque, au niveau de l'Assemblée et surtout au niveau du gouvernement, eh bien, ils suivaient. C'est-à-dire que le cabinet de Bruno Le Maire avait été alerté par ailleurs de ces sujets. Il avait eu le son de cloche de l'AMF qui était plutôt un encadrement souple avec justement un nouveau régime. Il avait le son de cloche des députés qui était plus ou moins sur la même ligne. Donc finalement, il y avait une approche générale qui était plutôt bienveillante, d'essayer de trouver un moyen de faire en sorte que les cryptoactifs, cette nouvelle catégorie d'actifs, soient traités de façon particulière, avec un régime adapté, qui n'est pas exactement une extension du régime financier, et avec finalement une ambition de créer un endroit plutôt favorable au développement d'activités crypto. Ouais, c'est à cette époque, le contexte de 2017. Cette époque que Bruno Le Maire disait qu'il fallait pas rater justement ce virage crypto-blockchain. C'était ce moment-là, quoi. Exactement. Et alors, après, donc, c'est des séries de séances, de travaux avec tous ces secteurs-là, ouais, toutes ces personnes pour arriver à un texte de loi qui est ensuite porté par le député, c'est ça? Tout à fait. Donc, séances de travaux qui ont été faites au niveau des députés, au niveau puis ça remonte, en fait. Il y a eu des travaux aussi à l'AMF. Tout ça a été mis un peu en commun et il y a un peu des éléments qui sont remontés au cabinet du ministre.
C'est le cabinet du ministre, la direction générale du Trésor, plutôt la direction générale du Trésor, qui a travaillé sur le projet de texte lui-même, donc les articles, etc. Là, on a eu des réunions complémentaires pour essayer d'affiner le régime. À l'époque, voilà, avec des délais relativement courts parce qu'il fallait aller vite, il fallait encadrer tout ça. Et puis, du coup, une fois que le projet avait été plus ou moins finalisé avec nos retours, on n'était pas à la plume, évidemment, on faisait juste des commentaires. Une fois que le projet a été finalisé au niveau du cabinet de la Direction générale du Trésor, ça a été mis en proposition législative avec le soutien du gouvernement. Et bon, en France, quand une proposition législative est là avec le soutien du gouvernement et qu'il y a une majorité qui correspond au gouvernement, le texte passe. Donc évidemment, le texte est passé. Il y a eu quelques propositions d'amendements qui n'ont pas été vraiment considérées à l'époque. Notamment, dans le régime, il y avait aussi toute une dimension fiscale qui a été mise en place. Alors, c'était pas dans le même texte, mais c'était un peu la même initiative pour exonérer les trades crypto-crypto, ce genre de choses. Ce sont des choses qui sont quasiment uniques dans le monde, l'exonération des trades crypto-crypto. Donc ça, c'est assez positif. Alors, il y a des difficultés déclaratives derrière. Voilà, faut pas tout avoir, mais il y a des choses positives. Et autour de ce régime-là, justement, il y avait quelques amendements qui avaient été déposés. Mais là, pour le coup, en gros, le gouvernement considérait qu'il avait fait suffisamment d'efforts en créant ce régime ad hoc et que du coup, c'était bien pour un premier jet et on verra plus tard pour les modifications. Donc, on a eu, ce texte est passé et ça, on était ravis et ça a été vraiment très positif, je pense, à long terme, même si effectivement, il y a eu des petites difficultés, on va en y venir, je pense, d'implémentation. Le fait qu'il y ait un régime qui reconnaisse l'existence des cryptoactifs, qui leur donne une capacité, une qualification juridique particulière, et qui les fasse entrer vraiment de plein pied dans la réglementation financière, c'est quand même quelque chose de vraiment une grande avancée pour le secteur dans la reconnaissance des cryptoactifs comme, encore une fois, un secteur sérieux, une industrie, quelque chose qui apporte aussi de la valeur dans l'économie réelle. Tout ça, ça fait partie des signaux qui ont été quand même assez positifs en France. Tout ça, c'était vraiment la grande initiative en 2017-2018. Et si vous deviez en quelques mots, ça va être compliqué, mais en quelques minutes, on va dire, dresser justement ce tableau aujourd'hui de ces régulations qui sont en place, qu'est-ce qui encadre aujourd'hui les cryptoactifs globalement, qu'est-ce qu'a dit ce texte, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce qui est sous le coup justement de ce texte-là qui est passé il y a quelques années? Alors, si on parle vraiment du régime PSAN, qui a un scope vraiment très précis d'actifs numériques, à savoir les actifs numériques non financiers, le Code monétaire financier aujourd'hui liste des services et ces services sont soumis à certaines règles. Donc, on a le service de conservation, le service d'échange crypto-fiat, le service d'échange crypto-crypto, l'exploitation de plateformes de négociation crypto et un lot de services qui sont réunis sous un seul point qui compte le conseil, la gestion, la réception, transmission d'ordre. Donc déjà, si un prestataire rend l'un de ces services, il est potentiellement soumis au régime PSAN. Ensuite, le régime PSAN a plusieurs composantes. Une composante obligatoire, et dans ce cas, on parle de l'enregistrement, et une composante optionnelle où on parle de l'agrément. Alors, au tout début du régime PSAN, l'enregistrement obligatoire, il ne l'était que pour les prestataires qui faisaient de la conservation et de l'échange crypto-fiat. Donc ça, c'était vraiment à la base du régime. Depuis, ça a évolué et on a également ce qui relève de l'échange crypto et des plateformes de négociation qui sont aussi soumis à cet enregistrement obligatoire. Pourquoi on parle d'enregistrement obligatoire en fait par rapport à l'agrément optionnel, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez rendre votre service en France auprès du public français, si vous n'avez pas cet enregistrement que vous devez demander au niveau de l'AMF et qui travaille en collaboration avec la CPR, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le droit d'exercer. Vous n'avez pas le droit de rendre vos services en France auprès du public français. Donc ça, c'est vraiment effectif pour les conservateurs et les échanges crypto-fiat depuis décembre. Parce qu'il y avait une petite période pendant laquelle les acteurs, le temps de demander l'enregistrement, de se mettre en conformité, ils pouvaient commencer à exercer. Depuis décembre, c'est totalement interdit pour ces deux premiers types de prestataires. Et à partir du 10 juin, les crypto et les plateformes de négociation, idem, si elles ne sont pas enregistrées, il n'y a plus de tolérance et elles ne pourront plus exercer. Et c'est vrai que c'est un processus, une procédure assez lourde puisque le gros de l'enregistrement, c'est de se conformer à la 5e directive
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, c'est pas un mince morceau de la réglementation financière. C'est très important. Et aujourd'hui, bon, heureusement, on a quand même déjà 14 PSAN et j'ai peut-être pas regardé la liste depuis une semaine, donc ça se trouve plus 14 PSAN enregistrés. Donc, bien sûr, c'est faisable, mais c'est vraiment un travail considérable pour les acteurs de mettre en place ce dispositif LCBFT. Donc voilà. Ensuite, vous avez juste ces autres services qui peuvent demander l'agrément en plus. Et là, si vous l'avez pas, c'est comme le visa ICO. Vous pouvez quand même exercer auprès du public français en France. Donc voilà, ça c'est disons le régime PSAN, mais encore une fois, c'est que si votre service porte sur des actifs numériques qui ne sont pas financiers, que vous tombez dans ce régime-là. D'accord. Et justement, on a vu il y a quelques jours Crypto.com, la plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies, passer sur la liste noire de l'AMF, puis être retirée de cette liste. C'est quand même assez dur, je trouve, d'un point de vue symbole pour des plateformes crypto de passer sur cette liste noire. Il me semble que la plateforme n'avait pas encore le PSAN, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle a eu l'obligation d'arrêter la publicité. Et ça sera le cas pour toutes les plateformes non enregistrées en juin. Quel impact justement pour le secteur et les particuliers de devoir arrêter la pub en cas de non-PSAN? Ah bah c'est très problématique. Alors en plus, tout ce qui relève du démarchage et du, disons, quasi-démarchage, c'est même l'agrément qui vous permet de le faire et pas l'enregistrement. Donc c'est vraiment en plus, si vous êtes enregistré, normalement ça ne vous permet pas de faire du démarchage et du quasi-démarchage. Donc c'est bien sûr, c'est un frein au déploiement de services que de devoir se passer de ce démarchage-là. C'est très compliqué pour les acteurs. Il y en a qui aujourd'hui voudraient mettre en avant de beaux projets qui vont se lancer. J'ai en tête un acteur qui en octobre va lancer un très beau projet et qui pour l'instant est coincé. Et c'est effectivement très très problématique. Il n'y a pas seulement cet aspect démarchage qui est contraint par la réglementation, mais il y a aussi pour la publicité en général, via des services qui sont fournis par les big tech. Là aussi, c'est très compliqué pour des acteurs crypto de pouvoir s'en servir, parce qu'en général, les politiques de ces produits-là, de ces services des big tech ne permettent pas de faire de la pub sur des activités crypto et ne reconnaissent même pas, disons, le régime français PSAN comme quelque chose qui pourrait rassurer, qui peut-être pourrait donner une clé d'accès à ces services. Donc, on a vraiment plusieurs volets pour lesquels les acteurs français sont complètement bloqués. Et bien sûr, pour développer l'activité, c'est fondamental que ce soit levé. Oui, juste pour rebondir très rapidement là-dessus, parce que là on parle un peu de façon indifférenciée des acteurs français et étrangers, et je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que Crypto.com c'est un acteur étranger, donc il est restreint sur sa partie commerciale effectivement en France, mais ça n'empêche pas les acteurs, les clients français, même s'il n'est pas PSAN, d'aller créer un compte chez eux, d'utiliser leur service, etc. Parce qu'ils font pas justement. En gros, l'interdiction, elle est l'interdiction d'opérer sur le territoire français. Mais opérer sur le territoire français, ça veut dire avoir une activité qui est directement dirigée vers le territoire français, soit parce que vous faites de la publicité directe ou indirecte, soit parce que vous avez une implantation sur place, etc., etc. Donc ça, vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas le PSAN. Par contre, vous pouvez accepter des clients français. Si c'est eux-mêmes qui viennent vous voir, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors que pour les Français, pour le coup, c'est-à-dire les entreprises françaises installées en France, si vous n'avez pas le régime PSAN aujourd'hui, vous ne pouvez pas exercer du tout. Vous pouvez même pas, accepter de clients étrangers, par exemple. Vous ne pouvez pas accepter de clients du tout parce que vous êtes en France et donc vous êtes sous la juridiction française pleine et entière et donc vous devez absolument avoir le régime PSAN avant de commencer à exercer quelle que soit votre clientèle. Donc là, ça pose évidemment des problèmes aux acteurs français qui ont eu des difficultés à se mettre en conformité et qui ont encore de grosses difficultés à se mettre en conformité aujourd'hui. Et aussi, ça pose des problèmes à l'AMF pour la distinction, finalement. Déjà,
pour les acteurs étrangers, il faut savoir qui opère en France, il faut savoir comment les targeter, etc., etc. Donc, la liste noire, justement, l'événement avec la mise sur liste noire de crypto.com, c'est ça, ils ont repéré que crypto.com avait fait pas mal de partenariats avec des influenceurs qui faisaient de la pub en français, sur Twitter, etc. Ils ont donc mis sur la liste noire en disant vous faites de la publicité qui est vers la France alors que vous n'êtes pas enregistré, donc vous êtes complètement dans l'illégalité depuis le 18 décembre. Et donc, évidemment, ça a entraîné des dialogues. Ils les ont retirés de la liste noire parce que on a compris, alors on n'a pas l'information directement de crypto.com ni de l'AMF, mais on a compris qu'en gros, ils s'étaient engagés à ne plus faire de pub en France et que du coup, ils pouvaient sortir de la liste noire. Jusqu'à l'obtention justement du PSAN, du coup. Voilà, s'ils ont commencé le process, ça, on ne sait pas s'ils ont fait une demande de PSAN. D'accord, ok. Et alors, justement, sur ces difficultés avec les entreprises, on a aussi des difficultés avec les comptes bancaires, des entreprises qui peuvent être fermées. Ça, est-ce que c'est légal, justement, qu'une banque décide de couper, de fermer le compte d'une entreprise crypto pour des raisons X ou Y? Alors, il existe un droit d'accès au compte dans le régime PSAN qui, en théorie, est censé permettre à n'importe quel PSAN enregistré ou agréé et même émetteur de jetons qui serait visé par l'AMF d'ouvrir un compte auprès d'une banque, sauf si raison très explicite, très spécifique donnée par la banque. Sauf ces raisons-là, il n'y a pas normalement de souci à ce que un PSAN puisse ouvrir un compte bancaire. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce droit d'accès au compte crypto. Dans la pratique, on voit qu'effectivement, c'est pas vraiment appliqué. On le voit parce que parmi nos membres, on a beaucoup d'acteurs, on a des PSAN enregistrés qui ont mis beaucoup de temps pour certains à avoir un compte bancaire, beaucoup de mois de négociation et qui pour certains ne l'ont toujours pas auprès d'acteurs français. Et puis on a même un membre pour qui l'obtention du statut de PSAN lui a fait perdre son compte bancaire. Donc, ce qui est en fait complètement illogique par rapport à cette règle qui existe. Donc, effectivement, en pratique, ce droit n'est pas respecté et donc les acteurs ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire auprès des établissements français, ce qui bien sûr limite aussi beaucoup leur capacité de développement. Et normalement, il devrait pouvoir, pour ces acteurs PSAN qui se seraient vus refuser un compte, sans raison spécifique de la banque, pourrait y avoir un recours à opérer au niveau de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc pour l'instant, on n'a pas connaissance nécessairement de tels recours qui ont été engagés par des acteurs. Les acteurs sont plutôt à la recherche de partenaires sur le temps qu'ils peuvent consacrer, mais c'est une vraie problématique sur laquelle on travaille depuis les tout débuts de l'association. Il y a eu des avancées du dialogue, disons déjà la reconnaissance du problème, c'était déjà une première étape par les décideurs. Un peu moins facilement par l'industrie bancaire, les représentants de l'industrie bancaire. Mais bon, le problème est reconnu. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des solutions. On est dans le dialogue avec à la fois les autorités et les institutions bancaires et financières. Et voilà, il faut maintenir les efforts, car malgré tout, même si on a eu des avancées, tout ça n'est absolument pas réglé aujourd'hui. Et avant de basculer justement sur l'aspect européen et tout ce qu'on pourrait imaginer comme régulation ou comme manière intelligente de réguler dans le futur. Un petit point aussi sur, on l'a vu au début, le regard que portaient les autorités comme l'AMF sur la crypto. Mais vous, qui avez tous les deux travaillé aussi dans des secteurs privés, bancaires ou autour de ces secteurs-là, quel est le regard qui est porté par ces institutions-là sur la crypto-monnaie? On a vu récemment le président du Crédit Agricole dans l'opinion dire, pour moi, Bitcoin en 2025, il est en dessous d'1 $. Ça, il y a souvent des prospections comme ça par le secteur bancaire. Quel regard porte-t-il ce secteur-là sur la crypto-monnaie? Alors, c'est un secteur qui a vu avec beaucoup de méfiance l'arrivée des cryptoactifs parce que alors déjà c'est quelque chose qui est vraiment existe, qui a été créé en dehors du système financier traditionnel, donc en dehors de tous les cadres connus. Par des technophiles plutôt, donc pas des financiers. Et donc, ça a été venu vraiment comme un ovni. Et du coup,
avec plutôt, je dirais dans un premier temps, considérer que c'est un peu un jouet pour geeks, voilà, qui s'amuse à recréer de la monnaie, c'est amusant, mais bon, on va pas prendre ça trop au sérieux. Ensuite, il y a eu un peu toute la vague où il y a une prise de conscience autour de la blockchain comme registre de transactions. Ah ben, en fait, on pourrait mettre aussi des titres sur ce support-là. Ça, on connaît mieux, donc on commence à s'y rattacher. On parle de security token. Et puis alors après, on peut y mettre de la monnaie. Ah tiens, bah, la monnaie, on connaît bien aussi, c'est un peu notre métier. Du coup, on commence à parler de stablecoin, de CBDC, de machin, de trucs. Et là, ça commence à rentrer dans des cadres où ils commencent à rattacher à des activités qu'ils connaissent déjà. Et du coup, tout ce qui est cryptoactif, c'est quand même resté quand même pas mal dans l'ombre, voire de plus en plus autour de discussions sur la valeur intrinsèque, mais est-ce que ça a une valeur, ces choses-là, et puis financement du terrorisme, blanchiment d'argent, il y a des risques, il y a eu quelques affaires. Bon, au début, il y a eu Silk Road qui est quand même pas mal donné une réputation mauvaise à tout le secteur, mais il y a eu d'autres affaires derrière qu'on peut rajouter de l'huile sur le feu. Donc, effectivement, un truc ouvert où tout le monde peut faire ce qu'il veut, qui est créé par des geeks. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont fait un peu peur et qui font toujours peur d'ailleurs à l'industrie financière. Donc, disons qu'on partait pas très bien. Aujourd'hui, la vision générale, vous l'avez vu effectivement dans cette tribune du président de la FBF, elle reste quand même relativement, la vision, on va dire, publique, elle reste négative. Vraiment majoritairement négative. On comprend qu'au niveau des directions des banques, ça reste un sujet assez tabou, assez maltraité, et avec du coup plutôt un focus sur tout ce qui est blockchain, security token. Enfin voilà, encore une fois, les sujets sur lesquels ils peuvent se concentrer. Nous, on porte un discours, on essaie justement d'essayer de faire comprendre que tout ça, l'un va pas sans l'autre, quoi. Qu'on peut pas faire fonctionner un security token qui a du sens si on n'a pas une blockchain publique, et on peut pas faire fonctionner une blockchain publique si on n'a pas un token comme un Bitcoin ou un Ether, quoi. Donc tout ça, c'est complètement, c'est la même chose. Donc c'est parler de l'un sans l'autre, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est des choses qu'on essaye de faire passer de la façon la plus pragmatique et la façon la plus entendable possible par ces acteurs-là. Mais voilà, on n'a pas toujours ni le bon contact, ni le bon ton, voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans ce genre de cercle particulier. Mais en tout cas, ça, c'est, je dirais, en termes général, au niveau des directions, au niveau des positions officielles. Maintenant, ce qu'on constate quand même beaucoup, c'est que les choses changent. Alors, elles changent depuis beaucoup d'années. Depuis plusieurs années, il y a des départements avec des personnes qui sont vraiment, qui ont une affinité pour les cryptoactifs, qui essaient de faire pousser des choses en interne et qui ont eu vraiment ce plafond de verre qui était présent pour eux au sein des établissements bancaires, donc qui luttaient perpétuellement avec la hiérarchie pour essayer de faire évoluer les sujets, etc. Certaines choses commencent à passer. Voilà, il y a quand même un contexte mondial qui change. Il y a une concurrence internationale, il y a Coinbase en bourse, il y a voilà tous ces signaux, Tesla, bon, toutes ces choses là depuis 6 mois, ça a quand même un peu ébranlé les convictions de certains qui commencent à se poser des questions. Les départements conformité qui s'y intéressent à nouveau, on a des rendez-vous avec certains d'entre eux. Donc voilà, les banques c'est pas un bloc complètement uniforme. En général, ça reste quand même un sujet tendu et eux ont plutôt envie d'essayer de restreindre un peu tous ces cas d'usage pour les faire rentrer dans les cases qu'ils connaissent parce que c'est un réflexe qui est assez naturel. Ils commencent à se rendre compte que ce sera pas possible et qu'il y a déjà quelque chose qui existe à côté qui est en train d'exploser et que là, pour le coup, ils n'ont pas de contrôle dessus parce que c'est pas de la finance. Et donc, ils vont devoir un peu composer avec. Et ça, c'est quelque chose maintenant, notre rôle, c'est un peu de leur donner les clés sur comment composer avec. En tout cas, essayer de les faire progresser plus vite pour que le secteur bancaire français passe pas à côté de ce secteur-là. Par contre, si on prend vraiment la photo à aujourd'hui, bon, c'est assez négatif quand même. Parce que concrètement, le message public est négatif. C'est toujours impossible d'ouvrir des comptes bancaires pour les acteurs crypto. Il y a toujours des blocages très forts au niveau des institutions, notamment de la FBF. On l'a vu dans le dernier groupe de travail sur l'accès aux comptes bancaires qu'on a fait avec la CPR, où voilà, il y a eu un blocage de fin. Même nos interlocuteurs un peu au sein des différents ministères, etc., peuvent rien faire parce que c'est une question de mauvaise volonté. Donc, c'est pas des choses sur lesquelles on peut vraiment
actionner, il n'y a pas une loi à faire ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une question d'appréhension globale et d'attitude en fait, d'essayer de faire confiance à ce secteur, de faire confiance aussi à la proposition de valeur des cryptoactifs, etc. C'est quelque chose qui va prendre, voilà, c'est une prise de conscience. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne aussi de leur part, parce que on peut pas forcer quelqu'un à changer d'avis sur un sujet. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de son domaine. Alors évidemment, il y a des signaux qui les poussent à le faire, mais ça va prendre encore un peu de temps. D'accord, ouais, donc il y a quand même une prise de conscience assez importante du secteur, même s'il reste pardon, un peu frileux encore. Et justement, sur cette vision qui change du secteur, il y a aussi les recommandations du GAFI. Il y a quelques semaines, quelques mois, notamment sur tout ce qui est DeFi, sur réglementation à l'échelle européenne aussi. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette recommandation du GAFI et voir un petit peu comment ça pourrait s'articuler à l'échelle européenne pour le coup? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, le GAFI, ça s'appelle le groupe d'action financière. Donc, c'est un ensemble d'États qui se sont mis ensemble pour définir les grandes règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, c'est un organisme un peu informel d'ailleurs, qui n'a pas vraiment d'existence juridique, mais dans lequel il y a des groupes de travail pour définir ce qu'ils appellent des guidance. Alors, ça n'a pas de valeur juridique, les guidance du GAFI. C'est juste des documents qui expliquent ce que eux pensent devrait être la meilleure pratique et qui donnent des conseils aux États membres. Et théoriquement, les États membres ensuite les impliquent ou non, mais il y a quand même beaucoup de pression politique derrière les recommandations du GAFI, parce que voilà, il y a 35, 36 États membres, je sais plus. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a beaucoup de pays d'Europe. Il y a l'Union européenne qui est membre. Puisque en tant qu'organisation, et puis il y a encore un certain nombre de pays d'Asie. Donc c'est grosso modo, quand on suit les recommandations du GAFI, on est considéré comme un pays avec de bonnes pratiques en matière de LCBFT, de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Et donc, on peut rentrer un peu dans le concert des nations en ce qui concerne les transactions financières, etc. On ne va pas être considéré comme un paradis fiscal, un pays un peu opaque. Voilà. Donc, évidemment, les paradis fiscaux les plus connus ne sont pas membres du GAFI, ou en tout cas ne respectent pas correctement les dispositions. Et puis, la France fait attention à essayer de bien respecter, l'Union européenne aussi. Voilà. Parce qu'on essaye d'être les mieux disants sur ces aspects-là. Donc, ça, c'est pour le contexte. Alors, effectivement, le GAFI, alors la première fois qu'ils se sont penchés sur le sujet, c'était autour de 2018-2019. Ils ont sorti en juin 2019 des premières recommandations sur la façon d'encadrer les cryptoactifs et surtout ce qu'ils ont appelé les VASP, c'est-à-dire les Virtual Asset Service Providers, donc en gros les PSAN en France. Donc, comment faire en sorte que ces acteurs qui sont la porte d'entrée, la porte de sortie dans le monde crypto, s'assurent qu'ils ne facilitent pas le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Donc, c'est une certain nombre de mesures, des recommandations spécifiques en lien avec la nature des cryptoactifs. Donc, déjà, une approche ad hoc, ce qui est positif, parce que c'est une approche particulière. Le côté négatif, c'est que ils mettent en place des recommandations, mais ils essayent vraiment d'appliquer la même logique de réflexion que ce qui est fait sur le domaine financier traditionnel. Or, le domaine financier traditionnel, il y a une grande caractéristique qui n'est pas du tout le cas, qui n'est pas du tout présente dans le monde des cryptoactifs, c'est que tous les intermédiaires sont régulés. Et on ne peut pas sortir en fait de l'intermédiation régulée, ou dans des cas très limités avec le cash. Mais quand vous êtes avec des montants importants, vous êtes de toute façon dans un circuit fermé entre banques, entre acteurs financiers, de façon générale, c'est pas forcément des banques, prestataires de services de paiement, établissements de monnaie électronique, etc. Mais tous ces acteurs-là, ils sont au sein d'une réglementation financière, et en fait, c'est impossible, c'est illégal de sortir de cette réglementation financière. On peut pas gérer des euros si on n'est pas une banque, quoi. C'est pas possible. Évidemment, quand on se pense aux actifs numériques, on n'est plus du tout dans le même cas de figure, puisque l'actif numérique, il a plutôt il est d'abord dehors et après il rentre. Quand il est créé, il est miné en dehors, en fait. Il n'est pas miné par un acteur régulé. Oui. Et puis, après, il peut passer éventuellement par un VASP, par je sais pas quoi. Mais par nature, il est déjà à côté, quoi. Donc, l'approche traditionnelle, qui est celle du GAFI, qui est de dire on va contrôler les acteurs, elle est pertinente, mais ils ont tendance, comme ils voient un peu ces fuites, à essayer de les fermer. Alors que c'est ça qui fait l'intérêt des cryptoactifs par rapport au reste, si on veut. Si vous dites aux acteurs qui font des cryptoactifs, on peut plus avoir de self-hosted wallet,
on peut plus utiliser les revenus du minage. Bon, c'est un peu shady. Bon, tout ça, en fait, vous êtes en train de détruire en fait tout ce qui fait toute la proposition de valeur des cryptoactifs. Et donc le GAFI, il faut qu'il trouve un peu la balance entre essayer de contrôler toutes les transactions, parce qu'en fait, dans la réglementation financière traditionnelle, tout passe par un contrôle continu, permanent, sur toutes les transactions qui se passent, et sur une capacité de bloquer les transactions avant qu'elles soient réalisées. Et dans le monde financier et dans le monde crypto, il y a un peu une nécessité de changer d'approche, parce qu'on ne peut pas, par nature, bloquer les transactions avant qu'elles arrivent. Si on n'est pas chez un VASP, alors évidemment, vous pouvez mettre, en fait, au VASP, vous pouvez lui appliquer les mêmes obligations qu'à une banque, parce que lui, pour le coup, il a le contrôle des flux, il peut faire des vérifications avant d'envoyer les cryptos, etc., parce que tout ça, c'est centralisé. À partir du moment où vous êtes self-hosted ou dans un truc de finance décentralisée, etc., vous êtes plutôt sur une approche a posteriori. Vous pouvez surveiller les flux, vous pouvez vérifier qu'il ne s'est pas passé des choses, vous pouvez ensuite mettre des adresses sur liste noire, mettre des actifs sur liste noire, essayer de faire des enquêtes pour trouver ce qui s'est passé à tel moment ou tel autre. Mais par nature, c'est un réseau ouvert sur lequel vous ne pouvez pas faire de blocage a priori. Ouais. Et donc, de façon générale, ça, c'est les approches un peu... voilà. Le GAFI, aujourd'hui, il n'est pas du tout dans une approche où on prend en compte le fait que, justement, il y a tout ce réseau qui existe et qui est permissionless. Il est plutôt dans une approche, on va essayer de tout verrouiller et de faire en sorte que, en fait, ça soit de moins en moins possible de faire des transactions sans permission. Et donc, là, l'idée, c'est d'étendre la définition de prestataires de services sur actifs numériques à peu près tout ce qui se passe sur les cryptos, y compris la finance décentralisée, y compris les multisig, y compris les self-hosted wallets, etc., etc. Donc, évidemment, bon, on comprend la logique qui est d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit surveillé. Le problème, c'est que demander à tout le monde de faire du KYC, de vérifier l'origine des fonds, d'aller vérifier s'il y a du gel des avoirs, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Vous n'avez pas... voilà. Donc, il y a un peu un problème de balance en ce moment, et dans les derniers commentaires qui ont été sortis par le GAFI, effectivement, il y a eu un appel à commentaires en mars, il fallait répondre pour mai. Pour avril d'ailleurs, et on a un peu poussé en disant là vous allez trop loin, vous êtes en train d'étendre la définition des entités assujetties à peu près tous les acteurs des cryptos. Si vous allez au bout de la démarche, vous allez tuer le secteur des cryptos en fait. Vous allez en fait empêcher tous les acteurs légaux d'opérer parce qu'ils vont pas pouvoir trouver de marché avec des obligations aussi difficiles. Et ça va pas du tout empêcher les acteurs illégaux, les acteurs malhonnêtes de fonctionner, puisque eux, ils s'en foutent un peu des recommandations du GAFI, quoi. Donc, on s'est retrouvé un petit peu dans ces situations à essayer de pousser, d'être un peu très critique en fait sur la prochaine révision du GAFI. Alors, il y a des messages qui passent, notamment on a eu un échange avec la Direction Générale du Trésor, la personne qui est en charge de la lutte contre le blanchiment, sachant que évidemment la France est membre du GAFI, donc elle participe aussi à la création de ces éléments-là. Ce sont des choses qui sont entendables, ils comprennent un peu la logique et ils commencent vraiment, tout le monde maintenant commence à avoir en tête vraiment les spécificités des cryptoactifs, donc c'est pas quelque chose d'absurde pour eux. Mais du coup, ce qui leur manque, et les choses sur lesquelles on va essayer de devoir travailler cette année aussi avec d'autres acteurs, c'est de faire une proposition. Du coup, si on peut pas tout contrôler à l'avance, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher justement le blanchiment et le financement du terrorisme? Évidemment, tout le monde souhaite empêcher le blanchiment et le financement du terrorisme. Il n'y a pas de débat là-dessus. La question, c'est comment on fait ça dans un univers permissionless, mais auditable, mais transparent. Voilà. Donc il y a des choses, il y a des caractéristiques de la blockchain qui permettent de faire des choses un peu différemment et de les faire mieux. Il y a des choses qu'on peut pas faire, et donc voilà, il faut trouver la balance et faire un truc. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va pas dans la bonne direction. Encore une fois, on a des commentaires qui sont pas très positifs, et si ça passe comme ça, c'est-à-dire si le GAFI ne remet pas un peu en cause son approche, il y a quand même des risques assez lourds. Mais alors c'est pas seulement en Europe, du coup, c'est vraiment dans le monde entier qu'il y a une pression forte sur les États pour en rajouter des couches et des couches de lutte anti-blanchiment sur tous les acteurs, y compris la finance décentralisée, y compris ça, et ce qui du coup risque de bloquer quand même pas mal le développement du secteur. Donc on essaie de faire en sorte que ça ne se passe pas, mais il y a ce risque qui est quand même matérialisé par cet appel à commentaires qui n'était pas très positif.
Ça voudrait dire effectivement que tout ce qui est tous les protocoles DeFi type AAV, Curve ou autres devraient à terme, si on suit leurs recommandations, demander à tous les utilisateurs un KYC pour accéder au service. Ça ressemblerait à ça, quoi. Exactement. Mettre en place des dispositifs et puis pas seulement KYC, mais aussi vérifier que les fonds qui arrivent sur le protocole viennent pas de eux-mêmes d'un hack. Vérifier que la personne n'est pas une personne politiquement exposée. Vérifier qu'il n'y a pas de gel des avoirs sur les actifs en question. Enfin, donc c'est tout un mécanisme de contrôle qui est pas pertinent du tout pour la DeFi parce que c'est pas possible en fait de faire ça. Si vous faites ça, la DeFi elle perd tout son intérêt. Il n'y a plus aucun intérêt à passer par un protocole de finance décentralisée par rapport à une plateforme centralisée. Ouais, totalement. Et justement, ça permet de rebondir sur cette thématique-là tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez justement, ou en tout cas comment vous réagissez à cette fuite des cerveaux français, que ce soit dans la DeFi ou dans la crypto? Je pense à tous nos acteurs, Mark Zeller, que vous connaissez sûrement, Julien Bouteloup, qui travaillent respectivement chez AAV et Curve notamment. Est-ce que c'est déjà un peu un aveu d'échec pour le gouvernement ou en tout cas pour cette startup nation pro blockchain de voir ces gens-là partir du territoire pour exercer ailleurs leur activité? Ce qui est peut-être en fait regrettable, c'est que de Startup Nation, il n'y ait que le nom et que derrière un nom effectivement qui pourrait montrer une certaine propension à accueillir l'innovation, on n'a pas de message politique cohérent par rapport à cette intention-là de favoriser l'émergence du secteur et de mieux comprendre. Il y a encore un réel besoin qu'au niveau de nos décideurs, au niveau politique, on comprenne mieux les opportunités de ces cryptoactifs, en comprenant mieux ce que sont ces cryptoactifs, à savoir que ce sont pas uniquement les crypto-monnaies, mais c'est un panorama très éclectique, très hétérogène, et du coup il y a derrière un nombre de cas d'usage énorme que je pense nos décideurs n'ont pas nécessairement en tête et derrière lequel ils ne voient pas le potentiel de croissance d'emploi déjà, mais aussi pour piloter toute leur stratégie de transformation financière, numérique, leur volonté très forte pourtant qui est affirmée de conserver leur souveraineté numérique, souveraineté financière. Donc c'est assez compréhensible qu'on ne perçoive pas forcément la France comme une terre d'accueil parce qu'il n'y a pas le soutien vraiment affiché pour. Donc on a voulu faire un régime réglementaire pour accueillir l'innovation, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des évolutions qui sont en fait contre-productives. On manque de messages politiques enthousiastes, on manque par là même en fait d'une compréhension de ce qu'est l'écosystème français, de quelle est finalement la menace aussi par rapport à une avance que sont en train de prendre d'autres places beaucoup plus innovation friendly, qui pour le coup ont un peu mieux compris l'intérêt de comprendre ce que sont ces cryptos, de les mettre en place au niveau de l'industrie traditionnelle et aussi développer des cas justement innovants. Donc, je pense qu'on ne peut pas être surpris et que malheureusement, on ne s'arrêtera pas là par rapport à cette fuite de projets français qui vont trouver un petit peu plus d'enthousiasme ailleurs. Comment on pourrait justement, est-ce que vous avez des pistes pour réguler de manière intelligente? Parce qu'on dit souvent, c'est vrai, t'en parlais Simon, un petit peu, on prend la vieille régulation et on l'applique aux nouvelles technologies. Comment on pourrait avoir une régulation intelligente pour pas tuer nos entreprises, pour pas mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez déjà des idées justement pour avoir cette régulation intelligente? De façon générale, nous, on pousse évidemment pour une réglementation qui soit le plus adaptée possible à la taille des acteurs. Et du coup, bon, il y a eu et on n'a pas encore abordé le sujet, mais il y a eu effectivement des difficultés à la mise en place du régime PSAN. Mais in fine, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le statut PSAN
ça va avoir des effets positifs. Et ça on a déjà eu un petit peu pour un certain nombre d'acteurs, mais ça va en avoir à long terme parce que c'est vraiment installer les cryptoactifs dans l'écosystème financier traditionnel. Et c'est le mettre à l'équivalent. Alors évidemment, chacun va avoir son approche, mais vous êtes TAN, vous êtes une banque, vous avez un statut, quoi. Et avoir un statut dans le monde qui existe aujourd'hui, c'est extrêmement important si vous voulez sortir de votre cercle, sortir de ce que des gens que vous connaissez, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre d'accéder aussi à un nouveau marché, parce que ce qui peut aussi expliquer la différence de taille des acteurs, de développement, etc. C'est pas seulement la réglementation. Enfin, c'est un peu, on en parle beaucoup, mais c'est un facteur. C'est aussi la structure du marché qui est quand même assez différente, l'appétence au risque, les montants que les gens sont prêts à mettre aussi dans ces actifs-là. En termes de flux, de volume de flux sur les cryptos, aux États-Unis, on a 100, 1000 fois plus de flux sur les cryptos qu'en Europe, de façon générale. Donc, c'est aussi une question de marché. Là, c'est un marché qui est plus averse au risque, qui a plus de peur du risque. Le fait d'avoir des acteurs régulés, d'avoir des acteurs qui sont plus intégrés dans le système, etc., ça va débloquer énormément de choses. Les acteurs institutionnels vont arriver, les fonds institutionnels vont arriver, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et maintenant, nous, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est attention, les acteurs sont encore petits en Europe. Et du coup, non seulement ils sont petits, mais maintenant ils sont face à des acteurs qui sont déjà des géants aux États-Unis. Donc, si vous les surrégulez en réaction un peu à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, vous allez complètement tuer dans l'œuf l'industrie européenne. On va se retrouver dominé par les acteurs américains qui vont juste ou américains ou asiatiques ou que sais-je, qui vont depuis leur pays adresser des marchés locaux avec des moyens et des budgets qui seront complètement incomparables. Donc, en gros, ça va détruire le secteur français. Il faut faire très attention à ça. Il faut soutenir, du coup, il y a une question aussi de soutien financier, de soutien politique aux acteurs français particulièrement par rapport à leurs concurrents, parce que là, on est vraiment rentré dans une guerre de concurrence mondiale. Et pour tout ce qui est vraiment pure innovation, c'est-à-dire DeFi, etc., enfin, finance décentralisée, DAO, etc., là, faites très attention parce que si vous bloquez ça, c'est là que se fait toute l'innovation, qui est en train de se passer. Toutes les levées de fonds aujourd'hui aux États-Unis, vous regardez les 6 derniers mois de levée de fonds dans la finance décentralisée, c'est à plusieurs milliards qui ont été investis. Quand on est en Europe, évidemment, on est encore sur des plus petits projets. Donc, réguler, ok, on sait qu'il faut le faire et qu'il va falloir le faire. Maintenant, prenez votre temps, analysez vraiment un petit peu de la manière de ce qui a été fait en France pour le PSAN. On peut reprendre un peu une idée de d'abord analyser, suivre les projets, essayer de comprendre comment ils fonctionnent et construire, mais alors là avec quelque chose de beaucoup plus ambitieux, un régime qui est vraiment spécifique au cas d'usage décentralisé. Et ça veut dire capter les bonnes personnes, leur donner les bonnes obligations et repartir d'une feuille blanche. Donc, pas essayer de copier-coller la réglementation financière parce que ça va pas marcher du tout. Vraiment se dire, on a ces acteurs, voilà ce qu'ils font, voilà, lui, il a le contrôle là-dessus, lui, il a le contrôle là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Essayer de dire le développeur d'une application blockchain, il doit faire du KYC, ça n'a pas de sens parce qu'une fois qu'il a développé son application blockchain, il a plus de contrôle dessus. Donc, c'est pas lui qu'il faut targeter. Alors, éventuellement, s'il a une interface, on peut lui dire, sur ton interface, faut que tu mettes ça, pour informer les gens, etc. Ça peut être une forme d'obligation qu'on peut lui mettre en place. Mais il faut pas qu'on mette en place des obligations qui ne correspondent pas sur le plan pratique à des choses qu'il est capable de faire. Et pour l'instant, c'est vraiment là-dessus qu'on pousse, et notamment au niveau européen, on pourrait peut-être en parler. Non, mais je pense que, en fait, c'est ce que tu disais en parlant du GAFI. Il faut que la réglementation, elle comprenne, en tout cas, enfin, que les régulateurs, du coup, comprennent l'intérêt des cas d'usage pour faire une réglementation qui soit... Parce que le prisme protection des utilisateurs, ça, ils ont très bien capté l'intérêt de faire une réglementation pour ça. Par contre, en termes de méthodologie, il y a aussi faire une réglementation qui, bien sûr, soit adaptée et proportionnée par rapport à qui sont les acteurs. Donc, ça veut dire comprendre qui sont ces acteurs et qui ne limite pas l'intérêt de ces innovations. Et ça, c'est sans doute une brique de l'analyse qui manque. En tout cas, elle a manqué au niveau des travaux du GAFI, ça c'est certain. Et dans les travaux européens et les projets de texte de septembre, il y avait également sans doute ce prisme d'analyse aussi qui manquait pour que la réglementation soit tout autant protectrice
que favorable à l'innovation. Et voilà, c'est sans doute cette multidimension qui manque aujourd'hui dans l'approche des régulateurs. Ok. Et j'ai une dernière question pour vous qui est en deux parties et qui est sans doute la plus intéressante pour la suite, justement. On entend beaucoup parler des monnaies numériques de banque centrale. C'est clairement l'un des piliers sur lesquels travaillent à peu près toutes les nations, ou en tout cas tous les pays qui peuvent émettre leur token, leur monnaie sur la blockchain. J'ai deux questions là-dedans. Est-ce que vous pensez justement que c'est quelque chose d'important qui jouera un rôle déterminant dans les prochaines années d'un point de vue économique? Celui qui sera capable d'émettre sa monnaie numérique en premier sera peut-être capable de les mettre dans le monde et d'avoir un peu à la manière du dollar une suprématie de sa monnaie. Et puis la deuxième partie de ça, justement, c'est à quoi on peut s'attendre en France et en Europe dans les prochaines années vis-à-vis des restrictions sur les crypto-monnaies. Le pire scénario qu'on pourrait avoir, lequel est-il? Est-ce que ça pourrait être quelque chose un petit peu comme ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, avec une crise financière, une dévaluation de la monnaie nationale et donc une interdiction soit de détenir, soit d'acheter, soit d'utiliser la crypto-monnaie dans le secteur ou en tout cas dans le pays? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de pire malheureusement sur ces aspects-là? Est-ce que ça pourrait être une interdiction pure et simple de la crypto, ou est-ce que, vu que maintenant on est déjà un peu trop loin, qu'il y a des entreprises qui en ont dans leur trésorerie, qui l'acceptent, on est déjà trop loin et donc on peut plus revenir en arrière? Comment vous voyez ces deux aspects-là? C'est un peu long, je vous laisse le temps, vous prenez le temps que vous voulez, mais je pense que c'est une question intéressante. Je peux peut-être commencer sur la deuxième question. Puisque en fait l'interdiction de certains actifs, c'est une crainte qu'on a eue quand ont été publiés les projets de règlement de la Commission européenne en septembre. Donc en septembre, la Commission elle a publié un projet pour encadrer les usages autour des actifs numériques non financiers, ce qu'on appelle MiCA, et puis un projet de régime pilote pour permettre des expérimentations sur security token. Et c'est vrai que dans le texte MiCA, quand on a regardé la première mouture, on avait assez peur que certains actifs, certains cas d'usage qui n'avaient pas été pris en compte, donc principalement DeFi, stablecoin décentralisé, on avait peur que la rédaction étant celle qu'elle était, il soit complètement interdit en Europe, c'est-à-dire interdit d'être émis, d'être listé par des plateformes. Ça, c'était une vraie crainte qu'on avait au tout début. Et donc, à ce moment-là, on ne savait pas nécessairement si c'était intentionnel ou si c'était simplement une méconnaissance de cet écosystème-là d'actifs particuliers. Bon, a priori, c'était pas intentionnel. Donc, dans les débats actuels au niveau européen, tout ce qui va être stablecoin décentralisé, services décentralisés, devrait être traité à côté de ce texte MiCA. Donc ça, c'est rien de figé, c'est complètement en discussion. Mais voilà, on a pu réorienter un peu les débats pour éviter justement que ces actifs soient interdits et que voilà, on ait un scénario assez catastrophique qui est celui que tu décrivais à l'instant. Donc a priori, on a échappé à ce scénario-là catastrophique, même si sur les débats européens, bon, il y a beaucoup d'autres sujets de préoccupation, et justement au niveau des stablecoins, avec une réglementation qui de base, dans les projets de septembre, cette réglementation est très dure pour les stablecoins, et par rapport aux échanges au niveau européen, elle n'a pas l'air de s'assouplir réellement. Donc il y a beaucoup de craintes à avoir de ce côté-là, et on suit, et il y a bien sûr, tout n'est pas figé, il y a une phase encore de trilogue après, donc il faut qu'on reste très vigilant, mais ce ne sont pas pour l'instant des orientations très positives, et peut-être que ça peut me permettre de faire le lien sur le sujet monnaie numérique de banque centrale. Pour nous, ce qui paraît important, c'est que bien sûr, c'est important qu'il y ait ces NMBC, mais le plus important, c'est qu'elles puissent coexister avec les stablecoins, puisqu'on n'est pas sur le même calendrier on a des stablecoins déjà live, les MNBC, si on parle de celle de la BCE, c'est pas avant 5 ans, hein, dans un contexte favorable. Donc on a besoin des stablecoins, ils sont complémentaires, et pour l'instant, c'est la peur qu'on a, c'est que les stablecoins surrégulés en Europe, la vision des banques centrales
centrale qui n'envisage que sa monnaie comme outil utilisable sur les blockchains, ça, c'est franchement pas un scénario favorable pour l'innovation. Donc, bien sûr, les MNBC, ces évolutions sont très favorables. On encourage les travaux des banques centrales. Tant que on permet aux stablecoins de continuer à être les outils nécessaires fondamentaux qu'ils sont, y compris dans l'écosystème DeFi, et que ces monnaies numériques de banque centrale, elles soient interopérables, elles soient utilisables de façon concrète et pragmatique. Et pour ça, il faut que les banques centrales s'ouvrent à l'ensemble des technologies blockchain, y compris publiques. Et bon, pareil, c'est peut-être des zones d'incertitude sur lesquelles il faut qu'on reste assez attentif dans les mois à venir, et notamment au niveau de cet euro numérique de la Banque centrale européenne. Il y a eu un emballement énorme autour des monnaies numériques de banque centrale et qui a notamment été provoqué, c'est un peu le contre-coup de l'annonce de Libra, etc., qui a fait très peur avec l'arrivée des big tech dans le domaine pseudo-bancaire. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que quand Libra a été annoncé, les Libra, ils ont essayé de faire une orientation crypto, mais que les régulateurs, ils n'ont pas du tout eu cette orientation crypto. La seule chose qu'ils ont vue, enfin, ils n'ont pas du tout relié ça au Bitcoin ou etc. Ils ont vraiment vu ça plutôt comme une menace sur l'euro. Voilà, sur l'euro, sur le dollar, etc. Ce que c'était concrètement, ce que c'est toujours. Enfin, que c'est peut-être plus d'ailleurs parce qu'ils ont changé le projet, mais en tout cas, leur idée de monnaie globale qui a un accès sur l'ensemble des autres monnaies fiduciaires, etc. Bon, c'était quelque chose d'assez effrayant et ils ont vraiment eu ce focus de se dire bon, il y a visiblement une numérisation de la monnaie qui est en plus en train d'être accélérée par les big tech. Donc, il faut qu'on réagisse et qu'on fasse accélérer nos projets de monnaie numérique de banque centrale. Là, pour eux, les cryptos, ça n'existe même pas, quoi. C'est un jouet, c'est un truc. La réflexion, c'est vraiment autour de la monnaie, de la valeur de la monnaie. Donc ça, c'est un peu le cadre de la réflexion dans lequel les monnaies numériques de banque centrale ont été conçues. Évidemment, autour de la monnaie de banque centrale, ensuite, on regarde au support. Le support de Libra, c'est la blockchain. Tiens, pourquoi, etc. Est-ce qu'on pourrait pas regarder aussi la blockchain? Puis là, on commence à regarder les cryptos, etc. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les monnaies numériques de banque centrale, il y a quand même beaucoup d'enjeux assez compliqués autour de la protection de la vie privée, autour de la souveraineté, donc la sortie de la monnaie en dehors du territoire. Et il y a aussi une question autour de l'intérêt, en fait. Est-ce que les citoyens ont vraiment envie d'utiliser ces monnaies où ils vont être plus surveillés, où on va avoir plus de contrôle sur eux que sur aujourd'hui le système financier tel qu'il existe, avec le cash, avec les cartes bancaires, etc. Là, d'ailleurs, il y a eu un article récemment sur l'expérience de monnaie digitale de banque centrale chinoise qui montre que concrètement, les Chinois sont pas très emballés de se dire, tiens, je vais être encore plus contrôlé sur ma vie financière. On va en savoir, l'État qui est déjà un État totalitaire va en savoir encore plus sur moi et va pouvoir encore plus automatiser ces traitements d'informations pour me punir, pour me favoriser si jamais je fais telle opération. C'est quand même quelque chose qui, de façon générale, alors évidemment, en Chine, il y a une acceptation plus grande de ça en plus parce que la population est un peu entraînée. Enfin, c'est quand même une population qui est sous contrôle de son État. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre ça en place en France, quoi? Est-ce qu'on a vraiment envie de créer des monnaies numériques qui soient créées directement par la Banque centrale, contrôlées par la Banque centrale, surveillées par la Banque centrale à tous les échelons de la chaîne? C'est quand même une reprise de contrôle par les banques centrales sur la monnaie totale. Et c'est quelque chose qui est quand même qui pose de grandes questions, ne serait-ce que pour la liberté des citoyens, etc. Et c'est des questions qui sont complètement différentes des questions posées par les monnaies type Libra et encore différentes, évidemment, de celles monnaies posées par les crypto-monnaies et de celles posées par les stablecoins émis par des établissements régulés aux États-Unis ou en Europe. Donc, le grand problème qu'on a eu, et d'ailleurs on a fait une conférence sur les stablecoins là-dessus pour cette raison, c'est que tout le monde mélangeait tous les sujets. C'était MDVC, stablecoin, c'était la même chose, etc. Et donc on a essayé de clarifier déjà, d'expliquer les différences entre les différents aspects. Et sur cette clarification, on essaye ensuite de poser des messages qui vont vers il faut laisser le secteur public, le secteur privé évidemment développer ses cas d'usage innovants en parallèle du développement des MDVC.
quand tu auras les monnaies numériques de banque centrale, il faut qu'elles soient aussi interopérables avec ce qui aurait été créé. Donc, il faut l'anticiper dès le départ. Vous pouvez pas faire une monnaie aujourd'hui qui sera pas déployée sur blockchain public par ailleurs, parce que ça aurait pas beaucoup de sens, quoi. On essaie de passer ces messages. C'est pas évident, parce que évidemment, c'est plus facile de créer quelque chose en réseau fermé qui fonctionne sur un système contrôlé intégralement, etc. Enfin, d'avoir un peu le réflexe Minitel de la monnaie. On va reprendre un peu ces logiques-là, plutôt que de créer un système ouvert comme Internet, quoi. Donc, voilà, c'est toujours un peu les enjeux autour de ça. C'est encore très long terme, les monnaies numériques de banque centrale, c'est pas avant 5 ans. Donc, nous, on se concentre pour l'instant aujourd'hui en termes de message pour dire ne cassez pas les initiatives privées dans l'intervalle. Ce serait vraiment une grande catastrophe pour la compétitivité européenne. Et du coup, sur le deuxième sujet que j'ai oublié maintenant, qui était sur... Est-ce qu'on peut imaginer maintenant, en quelques minutes, est-ce qu'on peut imaginer l'interdiction des crypto-monnaies ou est-ce que c'est, entre guillemets, trop tard dans le sens où il y a tellement d'acceptation aujourd'hui que ça serait difficile de faire demi-tour? Exactement. Là, je vais rejoindre Faustine. On a eu des craintes sur les nouveaux actifs. Sur les actifs type Bitcoin, Ethereum, etc., il n'y a pas de crainte du tout. Et même dans la réglementation, le projet MiCA, dès le départ, il y avait des exemptions pour les monnaies qui sont minées. Donc, ça a déjà été pris en compte. Et il n'y a pas vraiment il y a ni ambition ni besoin, a priori, d'interdire ce type d'actifs qui sont alors évidemment, qui sont encore difficiles à définir. Est-ce que c'est de la monnaie? Est-ce que c'est une sorte de commodity, une sorte de bien? Voilà, c'est un peu c'est des nouveaux actifs, radicalement nouveaux. Donc ces actifs-là, a priori, il n'y a pas de volonté en Europe, en tout cas, de les interdire. Il y a plutôt une approche, on réglemente pour empêcher les abus. Et je pense que de toute façon, c'est l'un ou l'autre. On peut pas échapper à la fois à la réglementation et être autorisé, quoi. Donc, les pays en fait qui interdisent, c'est des pays qui n'ont pas régulé et qui, au lieu de réguler, se disent bon ben c'est le bordel, les gens font n'importe quoi, parce que c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé exactement en Turquie. Il y a des plateformes qui se sont créées pas du tout régulées, du coup il n'y a pas du tout de statut réglementaire en Turquie. Donc, ça a été grand n'importe quoi. Il y a un type qui est parti avec la caisse, machin. Voilà. Un petit peu ce qui se passait en fait ailleurs. Il y a avant, enfin, c'est-à-dire avant que les acteurs soient régulés aux États-Unis et en Asie, c'était monnaie courante les plateformes qui partaient avec le fondateur qui partait avec la caisse. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement marginal parce que justement, c'est régulé, c'est surveillé, les acteurs sont devenus sérieux, etc. C'est vraiment cette approche-là qui est en train de prendre l'Europe aussi. On en est ravis parce que c'est la bonne approche, évidemment. Et on pousse pour que ça soit une approche la plus pragmatique, la plus logique possible. Mais en général, la direction prise est la bonne. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de cet échange-là, c'est que la régulation, elle n'est pas toujours là pour casser l'innovation. Et justement, vous, avec la DAN, votre job, c'est de faire en sorte que la régulation épouse l'innovation et qu'elle vienne l'accompagner plutôt que la brider, en fait. Je pense que c'est une très bonne synthèse et que c'est complètement souhaitable que cette méthodologie soit largement adoptée pour que finalement notre écosystème français, européen puisse se développer, innover et être des champions face à ces déjà champions qu'il y a aux États-Unis. Il faut combler le retard. C'est sans doute pas trop tard, mais il faut pas tarder non plus. Ouais. Vous êtes confiant pour les 5-10 ans à venir sur ces aspects-là en Europe? Oui, sur le marché des cryptoactifs en général, je pense que l'Europe a tout ce qu'il faut pour devenir un bon acteur. On a des interlocuteurs qui sont à l'écoute. On a une volonté de créer quelque chose de pertinent. On va pas obtenir tout ce qu'on veut, ça c'est sûr, parce que c'est toujours une affaire de compromis. Mais la direction générale qui a été donnée est bonne et maintenant on attend la pratique. Mais on est assez confiant effectivement sur le développement de l'industrie crypto. Évidemment dans le monde entier, ça c'est sûr, mais particulièrement en Europe, il n'y a pas vraiment de raison qu'on n'ait pas une industrie qui se développe aussi. Excellent. Merci beaucoup Faustine et Simon d'être venus dresser ce tableau de la régulation et puis d'avoir fait cette petite projection pour voir celle qui pourrait se mettre en place demain. Ça fait plaisir de vous sentir confiant pour l'avenir. C'est vrai que la régulation, c'est un peu cette épée de Damoclès au-dessus des secteurs innovants et aussi jeunes que celui des cryptos et de la DeFi. Donc, ça rassure de vous sentir confiant pour la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez appris beaucoup de choses sur cette régulation en place, celle qui viendra et comment ça peut impacter le secteur des crypto-monnaies. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la DAN qui sont dans la description pour être justement
au courant des prochaines news liées à la régulation. N'hésitez pas également à nous faire vos retours en commentaire concernant cet épisode et pour faire des suggestions sur les prochains invités que vous aimeriez entendre sur ce podcast. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À bientôt.